Merci pour votre accueil. Renaud de Lebier, je suis avocat à Marseille. J'ai été directeur juridique du CHU de Marseille pendant pas mal d'années. Donc c'est juste simplement pour vous donner le cadre. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de parler sur ce sujet dans un temps aussi court de l'examen clinique. Je vais aborder principalement les responsabilités qui sont les vôtres, votre rôle général, on n'aura pas le temps de s'approfondir dessus, mais surtout sur les risques associés à l'examen clinique, aux différents éléments qui ont été évoqués il y a quelques instants par le docteur Degas, et toutes les questions que vous pouvez vous poser sur faut-il faire sortir les parents, est-ce qu'on doit écouter l'enfant à tout prix, etc., etc. Au-delà de ça, le chapeau général, quels sont vos devoirs généraux en tant que praticien, en tant que médecin? Vous avez un contrat. Vous avez signé, vous n'avez pas signé, mais vous savez que vous avez un contrat médical avec vos patients, que ce soit les parents, que ce soit les enfants. Vous avez un contrat. Ce contrat date d'il y a quasiment 90 ans. Il a été posé par la Cour de cassation. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Mais vous avez une obligation contractuelle vis-à-vis de vos patients. Cette obligation, c'est une obligation de moyens. On ne vous donne pas l'obligation de guérir. En revanche, on vous donne l'obligation, vous avez l'obligation de soigner, de tout mettre en œuvre pour soigner vos patientes et vos patients. Vous devez le faire en respectant, bien entendu, les principes généraux que vous avez jurés la main sur le cœur avec votre serment d'Hippocrate, que ce soit la moralité, la probité, le dévouement, notamment en pédiatrie, où vous êtes en face de personnes vulnérables, comme en gériatrie, mais là, on est au début de la vie. Les enfants sont vraiment des personnes vulnérables qu'il vous faut protéger. Rapidement, et je l'évacue, même si on va l'aborder tout à l'heure dans quelques instants, le secret professionnel, ça doit être le fil rouge de toutes vos prises en charge, au-delà du dévouement, de la moralité, de la probité. Vous devez garantir à tous vos patients, en pédiatrie, on va voir comment, le secret professionnel sur vos prises en charge et toutes les conséquences de vos diagnostics. Vous devez informer sur les soins, on va l'aborder, et vous devez recueillir le consentement du patient. Ces deux derniers points sont vraiment les points centraux sur lesquels j'ai vraiment focalisé mon intervention aujourd'hui suite à des échanges avec le docteur Degas. Vous le faites comment? Vous respectez le serment d'Hippocrate, le code de déontologie médicale, vous en avez tous entendu parler, qui est codifié au code de la santé publique. Vous avez un corpus de règles, d'obligations dans ce code de la santé publique qu'applique le juge, parce que malheureusement je suis avocat, donc je vais parler rapidement du juge derrière, mais vous devez respecter ces obligations. Pas uniquement le code de la santé publique, vous avez le code pénal derrière notamment, on va en parler très rapidement tout à l'heure, pour ne pas vous faire trop peur quand même. Et enfin, ce que vous pratiquez tous les jours, les recos, vous appliquez les recos, que ce soit les recos de la HAS, les recos des sociétés savantes comme votre groupe notamment, et d'autres sources non codifiées qui ne sont pas des recommandations de bonnes pratiques ou de pratiques cliniques comme la Charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé par exemple, que je pense que ça vous parle un petit peu, ne serait-ce que ça, que vous repreniez, que vous lisiez ou que vous relisiez simplement son résumé sur la page 1, vous verrez qu'il y a pas mal de règles qui vous rappellent qui vous apprennent ou vous rappellent un certain nombre de principes. Donc voilà pour le cadre général. Alors c'est très 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 rapide, hein. Vous imaginez bien, parce que j'en parle un peu plus d'une heure, mais c'est très rapide. Vous avez un contrat avec vos patients. Ce contrat emporte des obligations pour vous. Si vous avez des obligations, si vous vous écartez, vous ne les remplissez pas ou vous les remplissez mal, bien entendu, il y aura des sanctions potentielles. On va en parler dans quelques instants. Quelle pratique? En théorie, vous devez soigner suivant les données acquises de la science, les fameuses règles, l'art, vous exercez votre art dans votre pratique médicale dans les règles de l'art, les données acquises de la science, on a tout dit dessus, c'est pas fini puisque c'est dans la loi. C'est pas moi qui l'invente, ça a été posé il y a un peu moins de 100 ans par le juge. Vous devez exercer, vous devez soigner en respectant les données acquises de la science. Je peux gloser des heures, je peux parler des heures sur ces fameuses données acquises de la science. Vous devez les respecter. Si cela implique de vous écarter de certaines recos, par exemple, ben vous devez le faire en votre âme et conscience parce qu'en bon père de famille, en bon praticien, vous respectez les données acquises de la science, vous prenez en charge vos patients, vos jeunes patients, en votre âme et conscience, en respectant ces données acquises de la science. C'est vraiment une expression que l'on retrouve dans toutes les expertises. On vous reprochera pas de mal soigner, enfin on vous reprochera de mal soigner, on ne vous reprochera pas d'avoir soigné en respectant les données acquises de la science. La fameuse délivrance de l'information claire, loyale et appropriée. Vous devez adapter avant tout votre discours, l'information que vous délivrez à votre auditoire. C'est pas aujourd'hui, mais aux personnes que vous soignez,
principalement à votre patient, qui est le mineur, et également à ses parents, qui sont les responsables, les titulaires de l'autorité parentale. Je n'entre pas dans les détails si elle est partagée ou conjointe ou unique. L'information doit être claire, c'est-à-dire vous devez vous faire comprendre par vos patients, par vos petits, par vos jeunes. Vous délivrez une information différente à une jeune fille de 17 ans qu'à un adolescent de 15 ans, vous imaginez bien. Vous parlez différemment aux parents que ce que vous pouvez dire à l'enfant pour qu'il ait compris. Rappelez-vous, ça va un petit peu à l'encontre de ce qui a été dit tout à l'heure, mais pas à l'encontre du docteur Degas, mais c'est le titulaire de l'autorité parentale, c'est le destinataire de l'information. C'est lui qui doit recevoir l'information et délivrer le consentement. Malheureusement, malheureusement, ça n'engage que moi, on en est toujours là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, et on va en parler, vous opposer aux parents. La théorie, la règle, vous ne pouvez pas vous opposer aux parents. L'information doit être délivrée aux parents. Il y a pas mal d'exceptions, vous imaginez bien, on ne va pas toutes les lister aujourd'hui, que ce soit en matière d'obstétrique, en matière de contraception, en matière de filles enceintes, etc., d'adolescentes enceintes. Il y a pas mal d'exceptions. Il y a les exceptions liées à l'urgence de vos patients. Vous ne devez recueillir le consentement sauf cas d'urgence et ou impossibilité, vous n'avez pas les parents. Il y a un cas d'urgence, vous pouvez vous passer du consentement si et uniquement si et seulement si il en va de la sauvegarde de la vie de votre patient, de votre patient, du mineur que vous recevez au cabinet, au service d'accueil des urgences ou ailleurs. Donc, je reviens sur l'information rapidement. Elle doit être claire, loyale. Vous devez dire les choses, vous ne devez pas mentir. Enfin, ça, je vous le dis, c'est limpide. C'est une obligation qui est claire. Vous devez être loyal. Vous ne devez pas cacher les choses. Et notamment, je vais prendre 15 secondes sur les risques exceptionnels ou graves qui peuvent être entraînés par votre diagnostic et par les traitements ou les actes que vous allez faire ou que vous allez prescrire pour vos pairs. Vous devez tout dire à vos patients dans la mesure où ça participe et ça aide vraiment la prise en charge de vos patients. Et bien entendu, le dernier point, l'information doit être appropriée. Je l'ai dit un petit peu il y a quelques instants, vous ne devez pas parler de la même manière aux parents comme aux enfants. Vous devez délivrer une information appropriée à la situation, appropriée à la maturité de votre enfant. 7 ans, 14 ans, ce n'est pas la même chose. Garçon ou fille, ce n'est pas non plus la même chose. Et à la prise de conscience par l'enfant, c'est quand même l'enfant qui doit recevoir le message, mais le consentement doit être délivré par les parents. Vous voyez, on est un petit peu en ambivalence aujourd'hui. Le recueil du consentement, je me suis déjà étalé un petit peu dessus, il doit être express, libre et éclairé, en fonction de la maturité du patient et de sa compréhension des éléments. Express, libre et éclairé. Express, un comme ça, c'est pas un consentement. Quelqu'un qui dodeline de la tête, c'est pas un consentement. Vous allez voir pourquoi l'importance, parce qu'il faut que tout soit tracé. Allez tracer un vous ne pouvez pas le tracer dans le dossier, ce n'est pas possible, ou dans le carnet de santé. Donc vous devez le faire de manière expresse, vous devez exprimer, il faut que le consentement soit vraiment exprimé, il faut que le consentement soit libre, bien entendu, vous n'allez pas faire du chantage en disant si je ne te soigne pas, tu vas mourir, ou tu ne pars pas en vacances, ou tu comprends mon petit. Tous ces poncifs un petit peu de l'ancien temps, malheureusement, que vous pouvez retrouver, malheureusement, j'imagine, dans vos pratiques. Et le consentement doit être éclairé, c'est-à-dire c'est à vous de délivrer l'information nécessaire à la base pour que les parents et le petit, pourquoi pas, on va y venir dans quelques instants, puissent acquiescer aux soins, à l'acte que vous allez lui prescrire, que vous allez lui faire. Il faut qu'il ait connaissance de tout ce que ça peut comporter. Il faut qu'il y ait la confiance, pardon, on en a parlé avec le beau diagramme tout à l'heure du docteur Degas. Tout ça, ça entre en ligne de compte dans votre prise en compte du recueil du consentement auprès tant des parents que des mineurs. Là, on est dans la théorie. Vous allez comprendre maintenant qu'il y a nécessairement des risques. Parce que si la règle est un petit peu laxiste, dans la pratique, la règle est laxiste. Il y a un principe et la pratique, justement, peut s'écarter de la règle. Vous devez respecter le choix de l'enfant, bien entendu, mais avant tout le choix des parents. C'est contradictoire avec votre pratique, puisque vous soignez des enfants. Ce sont les enfants, si viennent vous voir, ce sont eux qui sont en souffrance. Vous devez vraiment recueillir son choix, recueillir son consentement, l'éclairer sur ce que vous allez faire. Mais si les parents, en gros, le risque, c'est que si les parents veulent que vous pratiquiez l'acte, par exemple, et que l'enfant ne veut pas, vous faites quoi? Légalement, vous êtes tenu de le faire. Sauf, je ne parle pas d'urgence vitale pour votre patient. Légalement, vous êtes tenu de respecter le choix des parents.
contre la vie de l'enfant. J'imagine, enfin, ça n'attend pas de réponse, mais vous n'allez pas le faire. Enfin, si l'enfant n'est pas d'accord, vous n'allez pas le faire là, vous n'allez pas le faire l'acte. Mais légalement, vous devez le faire. Vous reportez, bien entendu, il y a plein de techniques, hein, vous les connaissez bien plus que moi, vous reportez l'acte, vous dites, bon, on se revoit dans 15 jours, si vous arrivez à le caser, ou plutôt en fonction des signes cliniques que vous avez détectés chez lui, ou si tu veux, je te fais recevoir par mon confrère, ma consoeur, si c'est une question de genre, pourquoi pas, pour les adolescents filles-garçons, ou essayer de le convaincre. Ce n'est pas parce que l'enfant s'oppose qu'il faut vous dire, bon, c'est bon, il ne veut pas, donc je ne fais pas, suivant. Non, il faut tracer les choses. Ça va être vraiment ma conclusion tout à l'heure, pas tout de suite. Vous me corrigez. Ouais, je vais aller vite. Il faut vraiment que vous respectiez le choix de l'enfant, bien entendu, mais légalement, sachez que c'est le choix des parents qui prime. Vous adaptez l'information délivrée à la situation, ça je l'ai déjà dit. Vous recueillez le consentement, ça fait une pirouette avec ce que j'ai dit là. Plutôt, le respect de l'intimité, bien entendu, c'est encore un poncif, mais on en a parlé juste avant avec le docteur Degas. C'est évident que vous êtes dans la pudeur, vous êtes dans le respect de l'intimité du patient, de l'adolescent, de l'adolescente. On est dans des âges, ils sont dans des âges, j'ai 2 adolescentes, donc je connais bien les choses, compliquées, enfin on est tous passés par là. Hein. Moi le premier, c'est jamais évident. Vous êtes en première ligne pour traiter tout ça, vous êtes même devant les parents pour appréhender un peu toutes ces craintes. C'est à vous de vraiment prendre en charge en respectant l'intimité de l'adolescent. Vous respectez la confidentialité de l'examen. J'ai eu un exemple tout à l'heure où parfois il peut arriver que l'adolescent ou l'enfant accepte que ses parents sortent, mais on laisse la porte ouverte. Qu'y a-t-il derrière la porte ouverte ? Qui garantit que l'information ne va pas atterrir dans la salle d'attente à 4 mètres plus loin, etc. Bon, ça, par exemple, voilà, il y a plein d'exemples. On ne va pas tous les aborder ici, mais respectez avant tout la confidentialité de l'examen. Pourquoi ? Parce que vous devez, secret professionnel, secret médical, vous devez le respect de cette confidentialité pour votre patient. Quelle responsabilité, rapidement j'imagine qu'il y a pas mal de questions, mais en gros, retenez simplement que le titulaire du recueil du consentement, le destinataire, c'est le parent, le titulaire de l'autorité parentale, de l'autorité légale, l'autorité parentale. Donc vous devez respecter ça. Si l'enfant s'y oppose, il y a plein de situations, l'enfant ne veut pas que ses parents assistent, essayez de faire sortir les parents. C'était un petit peu le début de votre étude, docteur Degas, essayez de faire sortir les parents. Si les parents refusent, vous ne pouvez pas les chasser. Les parents sont les représentants légaux. Vous ne pouvez pas chasser les représentants légaux, malheureusement. Donc, vous essayez d'aplanir les choses, faites beaucoup de psychologie, j'imagine, et vous essayez d'enrober les choses. Et le but, c'est la prise en charge, votre fil rouge, c'est la prise en charge de votre patient, de la prise en charge du mineur. Si jamais vous ne respectez pas, bon gré, mal gré, ces quelques règles rapidement énumérées, 3 types de responsabilités, civile, pénale, professionnelle. Je vais un petit peu vous faire peur, mais après, je vais vous radoucir, vous allez voir. Responsabilité civile, c'est pour réparer. On est en France, c'est la responsabilité civile ou administrative. Administrative, ce sont dans les établissements publics de santé, les CH, les CAG, les CHU, ou les EHPAD, etc. Tout ce qui est à caractère public, c'est administratif. Les mécanismes sont les mêmes. Responsabilité civile vise à indemniser la victime des préjudices à cause de la faute que vous avez commise. Je ne vais pas entrer dans la faute, c'est très large, ça peut être une omission, une négligence ou un acte positif. La responsabilité pénale, c'est celle qui fait un petit peu plus peur, ça vise à réprimer, à vous punir, c'est une simple punition. On est dans un pays civilisé, on a un contrat social, il y a des règles de vivre ensemble, vous avez violé cette règle, secret médical, vous roulez à 150 sur autoroute, vous avez violé une règle, vous êtes puni. D'accord ? Je ne fais pas d'analogie entre rouler à 150 et violer le secret médical. Responsabilité professionnelle, enfin, disciplinaire ou ordinale, vous êtes tous en tant que médecin, vous êtes redevables des règles du code de déontologie médicale, dont l'ordre national, le Conseil national de l'ordre des médecins est le garant. Donc vous pouvez être inquiété par vos pairs, par un patient ou par le conseil ordinal lui-même, le conseil départemental de l'ordre, si vous avez manqué à une obligation vous avez une plainte des patients parce que vous n'avez pas respecté l'intimité, il y a des éléments de preuve à votre égard. Ce n'est pas du pénal, il n'y a pas de civil, mais ça peut être du professionnel, ça peut être de l'ordinal. Votre responsabilité ordinale peut être engagée. Pour quelle sanction ? Responsabilité civile, vous payez, enfin vous, votre assureur, restez assuré. C'est très important, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est l'assureur qui va indemniser les victimes. Si jamais il y a une condamnation pénale, c'est vous qui êtes condamné. Ce n'est pas votre assureur qui va faire la prison. Je ne vous souhaite pas de faire la prison, c'est quand même rare, mais on a eu un exemple très récemment avec un médecin, malheureusement, qui a commis certaines infractions sur des mineurs. C'est lui qui va en prison. Sanction disciplinaire, rapidement, blâme, avertissement, suspension temporaire, suspension définitive, avec ou sans sursis.
et radiation du tableau de l'ordre. Bon, je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive. Enfin, c'est beaucoup plus courant que ça ne paraît. Ça s'engage beaucoup plus facilement que le pénal. Vous commettez beaucoup plus d'infractions déontologiques, enfin d'infractions, de fautes, pas d'infractions déontologiques, que d'infractions pénales. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, sachez qu'il y a l'ordre, il y a le volet disciplinaire. Si jamais vous êtes médecin salarié, vous pouvez être médecin de l'éducation nationale, médecin du travail, vous pouvez en plus être licencié, mis à pied, etc. Rapidement et en conclusion, si j'ai encore deux secondes, donc adaptez vraiment vos prises en charge à la maturité, à la compréhension de vos patients, de vos jeunes, de vos mineurs, que ce soit des jeunes, un petit de 5 ans, un petit garçon de 5 ans, ou une jeune adolescente de 14 ans, ou un garçon avec toutes les hormones en débulation. Il y a plein d'exemples. J'aurais aimé m'étaler sur le dernier cas de l'adolescent avec la torsion testiculaire. On en reparlera peut-être à la pause si jamais on a le temps. Mais voilà, le recueil du consentement, est-ce que l'interne ou le senior au service d'accueil des urgences a bien recueilli le consentement, a bien dit, a délivré l'information, si je ne vous ausculte pas, il y a des risques, est-ce que vous êtes bien, il y avait les parents, je crois, dans votre... Vous êtes bien conscient que je ne peux pas vous ausculter, donc vous courez un risque, votre enfant court un risque, très bien, vous le dites, il faut le tracer. Tracer les choses, c'est fondamental. La parole des enfants et des parents aura toujours plus de poids que la vôtre si jamais il n'y a rien d'écrit. Formaliser de manière exhaustive l'information, tracer de manière complète le recueil du consentement ou l'absence de consentement, c'est ce que ressortira en premier lieu l'expert, si jamais il y a une expertise, civile, pénale ou autre, le recueil du consentement. Le consentement a-t-il été recueilli? Oui, non. Non, vous êtes en faute. Formez-vous, informez-vous, vous êtes notamment là aussi pour ça avec la formation médicale continue. Prévenez votre assureur en cas de difficulté, je ne vais pas m'étaler dessus, mais l'assureur est là pour vous aider, vraiment dans toutes les situations que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez demander un groupe de travail à votre assureur. Vous avez, je pense, un peu tous, peu ou prou, les mêmes assureurs en France, la MACSF, le sous-médical, la médicale ou autre. Je ne fais pas de pub, je les connais, mais je ne travaille pas pour eux. Et finalement, surtout, détendez-vous, parce que malgré toutes les responsabilités que je vous ai présentées, mais j'ai l'impression de courir sur le micro, voilà, vous faites un métier magnifique, vous êtes vraiment dans la prise en charge de personnes vulnérables, même si vous dites ça à un adolescent de 15 ans, il va mal le prendre, mais ce sont des personnes vulnérables. Vous avez un rôle de second père, de seconde mère, et vous avez plus le rôle, vous avez plus de responsabilité que les parents presque, parce que c'est l'état de santé vraiment de vos patients qui découle de toutes vos prises en charge. Je ne m'inquiète pas pour ça, mais sachez que tout existe pour vous protéger. Tracez les choses, tracez les choses, tracez les choses. Je vous remercie.